à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue pour parler de son parcours de vie Noémie Pomerleau-Cloutier. Bienvenue, Noémie. Bonjour, Louise. Oui, ça va bien? Oui, toi? Oui, très, très bien. On va se dire tu, on se connaît depuis longtemps. Dis-moi, Noémie, pourrais-tu nous parler de toi, de ton enfance, adolescence? Où viviez-vous? D'où venez-vous? Bon, en fait, moi, c'est ça, je dis toujours que je suis un produit des régions du Québec, là. J'ai été conçue en Abitibi, mais je n'y suis jamais allée. Ah bon? Oui, mon père était là-bas pour je pense qu'il était un emploi ou un stage en génie forestier, puis c'est là où j'ai été conçue. Mais je suis née à Sherbrooke, on a habité en Estrie, puis après ça, dans Chaudière-Appalaches, un petit bout. Puis ensuite, on est parti en Gaspésie. On est allé au Congo. On est retourné en Gaspésie, puis ensuite sur la Côte-Nord. Mais moi, pour simplifier les choses, là, je dis que je suis originaire de la Côte-Nord parce que pour moi, c'est ce qui me parle plus comme origine, disons. Ah oui, vous êtes allé au Congo dans le temps où vous étiez jeune avec vos parents? Oui, ou... oui, c'est ça. Mon père avait eu un poste de coopérant volontaire au Zaïre à ce moment-là, donc en République démocratique du Congo maintenant. On est allé là 1 an, puis ensuite, c'est ça, on est retourné en Gaspésie, qui était la vallée de la Matapédia. Puis, entre la 6e année et le secondaire 1, je suis déménagée sur la Côte-Nord à Bécomo. Ah, à Bécomo. Oui, c'est ça. Fait que vous êtes promené beaucoup comme ça là, pendant l'enfance, l'adolescence. Comment ça s'est passé, l'adaptation là, à travers ça pour les années scolaires, l'école, les déménagements? Pas toujours évident. Je veux dire, quand arrivé en 6e année secondaire 1, c'est un peu brutal, là. En fait, tu n'as plus d'amis, vraiment. Tu arrives dans une nouvelle ville. Puis en plus, moi, je partais d'un tout petit village à peu près de 200 habitants. Puis Bécomo, c'était... Maintenant, ça a l'air petit, mais c'est quand même une ville à l'époque, c'est 25-30 000 peut-être habitants. Donc, oui, c'était un petit peu difficile. J'avais pas été super bien classée dans mon premier groupe de secondaire 1. J'étais avec... Puis maintenant que j'y repense, peut-être que ça a fait ce que je suis maintenant, mais j'étais dans un groupe très, très difficile, alors que moi, à l'école, ça allait vraiment bien. Fait que cette année-là était un petit peu rough. Oui, hein? Mais ensuite, ça s'est quand même bien passé. Puis, sur la Côte-Nord, quand on décide d'étudier un petit peu plus longtemps ou d'étudier dans des domaines qui ne sont pas comme, mettons, sciences pures ou sciences infirmières ou des trucs comme ça, bien, il faut sortir tôt. Fait que moi, je suis partie... j'ai fait 1 an de cégep à Bécomo, puis après ça, j'ai fait 3 ans à Chicoutimi. Ah bon. Donc, c'est ça. On part souvent vers 17 ans. Oui. Ou avant même, dans certaines autres parties de la Côte-Nord, il y a des gens qui partent à 15, là. Ah bon. Ouais. Dans votre famille, est-ce que vous êtes beaucoup? As-tu des frères, des sœurs? On est 2. Il y a ma jeune sœur, bien jeune, plus jeune. Plus jeune, et moi, c'est ça. Oui. Ma sœur est toujours à Bécomo avec ses enfants. Donc, elle travaille là-bas. Ma mère est là-bas aussi. OK. Fait que c'est quelque chose. Les déménagements, s'adapter à des nouveaux endroits. Oui. Puis, par le passé, là, parce que là, tantôt, vous avez parlé, que tu es allé au Congo. Dans ton parcours, là, est-ce que tu as fait des voyages qui auraient changé ton futur, tu sais, ton parcours de travail ou à travers les voyages? Bien, en fait, moi, je pense que le fait d'avoir habité au Congo quand j'étais petite, ça a influencé beaucoup de choses. Je suis allée au Japon j'ai habité dans l'Ouest canadien à peu près 1 an, au tournant des années 2000. Là, j'ai vécu le passage à l'an 2000 à Vancouver. Ah bon? Il s'est absolument rien passé, comme on craignait tous. Mais il ne s'est rien passé. Donc, c'est ça. Ensuite, en 2001-2002, j'ai habité au Japon. Puis, je pense que c'est au Japon où j'ai pris conscience de ce que c'était ne pas savoir lire et écrire. Parce qu'à ce moment-là, oui, il y avait de l'anglais un peu. Oui, il y avait, mettons, du japonais romanisé qu'ils appellent. Là. Donc, c'est comme s'ils vont écrire avec l'alphabet que nous, on connaît, des mots en japonais. Mais il y avait, bien sûr, les 3 alphabets qu'ils utilisent en japonais aussi. Puis ça, moi, je lisais à peu près... il y a 2 des alphabets que je lisais quand même bien, mais l'autre qui est vraiment comme dans la langue chinoise, les idéogrammes, là, vraiment une idée égale un signe. Ça, j'avais peut-être le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. Et même encore, je pense qu'un enfant de 4 ans lisait mieux que moi. Donc, souvent, au début, je me suis ramassée dans des situations où c'était difficile de me retrouver toute seule. J'étais assez débrouillarde, fait que j'ai réussi, mais
c'est ça. J'ai compris c'était quoi, je pense, à ce moment-là. Tu sais, quand j'y repense, là, j'ai compris c'était quoi être analphabète, là. OK. Ce qui a influencé aussi peut-être mon travail actuel qui est formatrice en alphabétisation populaire. Là. Ça. Et ensuite, à la suite de ça, je suis allée au Togo pour un stage d'initiation à la coopération internationale avec le programme Québec sans frontières, qui en envoyait toujours des stagiaires jusqu'à mars dernier. Ça a été une super bonne école. J'ai travaillé en droit des femmes là-bas, avec des femmes marginalisées dans la capitale. Mais quand je me suis retrouvée là-bas, au Togo, le premier matin, je me rappelle encore de m'être réveillée, avoir entendu les sons dans la rue et m'être dit que j'étais à la maison. Parce que ça sonnait comme quand j'étais petite au Congo. C'est ce que je pense. Puis ensuite, je suis retournée à plusieurs reprises en Afrique de l'Ouest. J'ai eu un contrat après comme accompagnatrice d'un groupe quelques années après en Guinée, où on a travaillé en commerce équitable, mais beaucoup avec des femmes encore. Puis après ça, j'ai fait 6 mois au Burkina Faso en travail de la rue avec des jeunes. Là, c'était plus des garçons. Puis ensuite, j'ai fait 1 an au Niger comme coopérante volontaire. Là, c'était vraiment comme conseillère en alphabétisation français langue seconde à ce moment-là, parce que j'ai un bac en enseignement du français langue seconde. Oui. Donc, normalement, j'ai enseigné un bout à la commission scolaire à des adultes immigrants et des adultes immigrants, mais analphabètes dans leur langue maternelle aussi. Puis ensuite, je me suis dirigée vers l'alphabétisation populaire parce que j'avais de la misère à fonctionner dans le système scolaire comme c'est maintenant. Je le trouvais assez inhumain. Donc, j'aimais mieux aller dans le communautaire pour avoir vraiment le temps et la chance de donner une 2e, une 3e, une 4e, une 5e chance à des gens. OK. Je me demandais, parce que là, Noémie, tu es allée quand même plusieurs fois en Afrique, dans différents pays d'Afrique. Mais est-ce que les gens, ils se débrouillent en français? Parce que là, il y a plein de dialectes en Afrique, là. Oui, ils parlent plusieurs langues, en fait. Oui. Ça me faisait beaucoup rire, les gens en Afrique de l'Ouest. Souvent, ils vont dire « Mais moi, je connais pas beaucoup de langues. » Puis à un moment donné, tu dis « Oui, mais tu parles quoi? »« Oui, mais ça, c'est des dialectes. » Je dis « Bien non, c'est une langue. C'est pas parce qu'elle n'est pas écrite formellement que c'est pas une langue. Ces gens-là sont polyglottes, en fait. Ils vont parler 5, 6, 7 langues nationales, plus le français, parfois l'anglais. Parfois, j'ai même trouvé des gens dans le milieu de la Guinée qui parlaient mandarin puis japonais. Là, ça m'a complètement... Mais c'est ça. S'ils sont allés à l'école, ils parlent quand même français. Mais quand ils ne sont pas allés à l'école, ils vont baragouiner quelques mots de français, mais on réussit quand même à se comprendre. Bon, il y a souvent des gens qui vont faire la traduction, mais aussi, moi, j'ai souvent dit, puis ça a l'air cliché, mais je pense que c'est vrai, le langage du cœur, c'est assez universel. L'humour, c'est vrai. L'humour, si tu es ouvert d'esprit, si tu as envie de rire, en général, ça va bien fonctionner. Puis si tu as un respect puis une écoute pour la culture qui t'accueille aussi. Si tu n'arrives pas là avec tes gros sabots, dire que moi, je viens de l'Occident, moi, je sais tout, ça va bien aller. En fait, d'arriver là avec l'ouverture. Mais c'est ça, c'est des gens qui, quand ils maîtrisent des langues, ils en maîtrisent plusieurs. Oui. Puis au Japon, c'est complètement différent de l'Afrique. Mais mon Dieu, c'est tout un parcours de voyage, ça. Oui, le Japon, c'est un autre univers. Là. Oui, hein? Il n'y a pas... Il n'y a pas la chaleur qu'il y a en Afrique de l'Ouest dans tous les sens du mot. Quoique ça peut être assez humide et chaud l'été au Japon, là, mais il n'y a pas la chaleur humaine. C'est pas parce que c'est des gens qui ne sont pas accueillants, c'est juste une culture qui a une plus grande bulle, mettons. OK. Eux, ils doivent un petit peu mieux réagir à ce qu'on vit en ce moment. Puis tout ce parcours-là de voyage s'est passé là, dans ces différents pays-là. Entre quelle date et quelle année environ? Je suis allée, sur combien d'années? c'est ça. Au Japon, je suis partie en août 2001, juste avant le 11 septembre. Ah, donc moi, j'ai vécu le 11 septembre au Japon, en ne comprenant absolument rien de ce qui se passait, en le sachant 12 heures après, parce que ça s'est passé le matin, mais nous, c'était le début de la nuit. C'est la fin de journée, donc c'est le lendemain matin que j'ai su qu'est-ce qui se passait. Je suis revenue du Niger en août 2009. OK. Donc, oui, je suis, mettons, 2003 à 2006, je suis plus restée au Canada, mais entre 2006 et 2009, j'ai vraiment été plus longtemps en Afrique de l'Ouest qu'au Québec. OK. Oui. Mais après, il était temps que je rentre. Là. Je commençais à avoir ce qu'ils appellent la fatigue culturelle. J'avais des réactions qui n'étaient pas tout à fait normales. Là. Puis le mal du pays en même temps, à quelque part. Hein? Oui, c'est ça. J'étais vraiment fatiguée de toujours devoir m'adapter rendu là. Puis des choses qui m'apparaissaient vraiment
importantes avant n'avaient plus d'importance, puis des choses qui étaient banales devenaient super importantes. Dans ce temps-là, c'est temps de rentrer. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je le sais que peux-tu nous parler de ton parcours de travail? Parce que j'ai su, là, en lisant Travail des lignes, que tu avais été professeur de yoga, hygiéniste dentaire. Ouais. Mais ça a marché comment, ce parcours-là de travail dans l'ordre au fil du temps? L'ordre et le désordre, oui. Oui, comment ça a fonctionné? En fait, premièrement, moi, je considère qu'ils nous font choisir trop vite là, dans la vie. Tu as 15-16 ans, il faut déjà que tu t'enlignes, tu es censé savoir où est-ce que tu vas dans la vie. Bon, maintenant, peut-être qu'ils sont plus... C'est plus accepté de se chercher un peu, mais moi, j'ai quand même 42 ans. Dans le temps, c'était un peu moins accepté. Moi, c'est ça. J'ai décidé d'aller en hygiène dentaire parce que beaucoup de gens de ma région allaient en santé. Les filles allaient en santé, les gars allaient plus du côté électronique, mécanique. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup d'amis qui, tu sais, ont fait des soins infirmiers. J'ai des amis de secondaire qui sont... physiothérapeute, médecin et tout. Bien, moi, je me suis dit, bon, je vais aller en hygiène dentaire, tu sais, je vais aider les gens. J'ai adoré mes études quand même. J'apprenais plein d'affaires. Mais je me suis rendu compte que les cours que j'aimais le plus, c'est mes cours complémentaires d'histoire. Quoique j'aimais beaucoup la biologie et tout ça. Puis, j'aurais aimé ça travailler en CLSC, en fait. Je pense que si j'avais travaillé en CLSC comme hygiéniste dans les écoles, je serais probablement restée. Mais... c'est ça, j'ai plutôt travaillé dans l'Ouest canadien comme hygiéniste. Puis ensuite, je suis revenue à Montréal, puis j'ai travaillé un petit peu, mais c'était tellement routinier que je pouvais me mettre à off complètement, mon cerveau, puis ça me stimulait pas. Puis après, je suis partie au Japon, puis quand je suis revenue, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'amener à être capable de voyager? Puis j'ai toujours aimé lire, écrire, je suis vraiment bonne en français. Donc, puis c'est important pour moi le français, même si je suis bilingue. J'allais pas enseigner l'anglais, donc je suis allée pour le français langue seconde. Fait que ça, j'ai fait mon bac de 4 ans en faisant de la coopération internationale au travers. Puis j'ai commencé à enseigner à la commission scolaire de Montréal quand je suis revenue du Niger, en francisation alpha, parce que j'avais fait un stage là-dedans, donc c'est avec des immigrants qui ont moins de 8 ans et moins de scolarité. J'ai adoré mes étudiants, vraiment. Mais j'aimais pas le système. Que je trouvais pas humain, même envers eux. Puis c'est pas parce que le personnel scolaire fait pas les bonnes choses, là. Quand je parle du système, je parle vraiment de la bureaucratie de tout ce qu'il y a autour. Parce que les enseignants, les directeurs d'école, les spécialistes dans les centres d'adultes, ils font tout leur possible, là, Puis à un moment donné, bien, c'est ça, j'ai fait un DESS à Concordia, en développement économique communautaire, en même temps que je travaillais à la commission scolaire de Montréal. Puis je connaissais déjà l'Atelier des lettres parce que c'était un partenaire de l'ONG qui m'a envoyé au Niger. Ah bon? J'avais rencontré Martine Filion, la coordonnatrice. On était devenus amis. Puis, dans le cadre de mon DESS, j'avais une possibilité de faire un stage. Puis moi, je voulais rendre mon enseignement plus participatif, plus citoyen. Donc, j'ai demandé à Martine, je pourrais-tu faire un stage à l'Atelier des lettres? Puis elle m'a dit, oh oui, viens. Puis je suis restée après. Ah, puis c'est comme ça que ça a commencé à l'Atelier des lettres. C'est comme ça. C'est avec Concordia. Puis c'est ça. Puis le prof de yoga, bien, c'est parce que j'ai décidé de faire ça à un moment donné. Je pratiquais le yoga depuis quelques années. Puis j'ai eu le goût d'approfondir ma pratique puis de pouvoir aider d'autres personnes. Mais finalement, c'était trop avec l'Atelier des lettres et tout. Puis au même moment, à peu près, je me suis mis à écrire. Fait que là, j'avais plus de place pour enseigner le yoga. Je pratique encore, mais je donne des conseils à des amis une fois de temps en temps, mais je l'enseigne pas, mais c'était pour moi aussi. C'était plus pour approfondir ma pratique, là. Oui, puis se retrouver en même temps, parce que c'est une vie qui est occupée, hein? Oui, non, à peine. Oui, c'est ça. Ça prenait, ça faisait du bien de s'arrêter un petit peu. Oui. En gros, rapidement, qu'est-ce que c'est votre travail à l'Atelier des lettres au juste? En fait, je suis formatrice en alphabétisation populaire. Donc, à l'Atelier des lettres, les gens ils viennent chez nous pour apprendre à lire et à écrire, à compter, à utiliser l'ordinateur, mais aussi à défendre leurs droits, puis à prendre la parole. Parce que c'est des personnes qu'on ne voit pas beaucoup dans la société, qui sont invisibilisées. Il y a pas, on a une société vraiment avec
hein, le numérique, le papier, tout ça. Oui. Ces gens-là, ils n'ont pas de place dans notre société, malheureusement, de la façon dont c'est fait. Donc, c'est vraiment de les aider à reprendre un pouvoir sur leur vie. Oui, ils sont dans l'ombre. Hein? Oui, ils sont dans l'ombre, c'est ça. Oui. Mais on y va par des projets. Fait que, par exemple, on a fait 2 livres, un qui s'appelle « De l'enfance à l'espoir », puis l'autre qui est « L'abécédaire populaire ». Oui. D'ailleurs, l'abécédaire populaire, les gens peuvent se le procurer en allant sur le site de l'Atelier des lettres. Là, il y a toute la façon. C'est donc, on utilise la prise de parole pour passer la lecture et l'écriture. Oui. Puis, je sais que la poésie prend pour toi, Noémie, dans ta vie, une grande place. Hein? Oui. Parce que je pense que tu es poète, selon moi. Là, hein? Oui, on peut dire ça, oui. Puis que tu as écrit un recueil de poésie, Brasser le varech. C'est un drôle de titre, où tu utilises la fleur laurentienne pour parler de ça. C'est quoi au juste, le brasser le varech? Bon, en fait, le varech, là, c'est les algues qu'il y a sur le bord de la mer, c'est ça. Donc, c'est en fait, le vrai nom scientifique de la plante serait le fucus vésiculeux, là, mais bon, tout le monde appelle ça le varech. Oui. C'est ça, puis c'est un peu brasser de la marde, hein, brasser le varech. C'est ça, faire remonter des choses à la surface. En fait, c'est parce que mon père était ingénieur forestier. Okay. Fait que dès que j'étais jeune, moi, j'ai appris des noms de plantes, comment reconnaître des plantes et tout, parce qu'on vivait quand même soit en Gaspésie, soit sur la Côte-Nord. Oui. Puis, à un moment donné, je m'étais mis à écrire. Bon, j'avais un manuscrit qui avait été écrit sur l'anxiété. Okay. Puis, en fait, ça se passait dans le corps et tout. Ça a été refusé à 9 maisons d'édition. C'est correct. Il n'était pas bon. C'est beau, il n'était pas rendu là. Puis après, je me suis mis à écrire. Je disais, je vais écrire comme un recueil sur, mettons, mes origines nord-côtières, mais très contemplatif avec le paysage. OK. Puis là, à un moment donné, bien, j'ai commencé à écrire sur la mort de mon père parce que mon père est décédé il y a maintenant 23 ans. Puis, pour parler de ça, en fait, j'avais besoin de me trouver comme un moyen d'en parler sans trop verser dans l'émotion. Puis, au même moment, ma mère m'a remis un exemplaire de la flore laurentienne qui avait appartenu à mon père. Et là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser les descriptions de la botanique parce que j'ai toujours aimé la botanique. Oui. J'avais oublié à quel point j'aimais la botanique avant même ce recueil-là. Puis bien, maintenant, j'assume beaucoup plus mon petit côté sorcière. Là. D'ailleurs, tu sais, j'ai des plantes sur les bras. Les plantes, là. C'est ça. Oui. Mais c'est ça. En utilisant ce langage-là, j'ai été capable de passer les émotions que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, mais aussi celles de maintenant. Puis, si on regarde les vieux ouvrages de botanique, par exemple, même la flore laurentienne, c'est écrit vraiment poétiquement. Là. Le frère Marie-Victorin, il savait comment écrire. Hein? Oui. Fait que c'est pas... les descriptions de plantes sont vraiment pas plates dans sa flore laurentienne. Donc, j'ai utilisé ça, puis un peu presque de l'herboristerie dedans. C'est-à-dire que souvent, j'utilisais les effets médicinaux aussi des plantes pour décrire des choses dans le recueil. Ah bon. Fait que c'est ce que j'ai fait. Tout est interrelié, finalement. C'est ça. C'est de cette façon-là. Puis le fait d'être... je pense que tu es beaucoup, beaucoup en lien avec la nature. J'essaie, oui. C'est pas facile à Montréal, mais on peut trouver des petits coins de nature, là, comme pas loin d'ici, des tours. Là, il y a un terrain vague là, entre ici et le viaduc. Là. Fait que moi, des fois, j'y vais souvent. Ah, le sentier des oiseaux, est-ce que ça se peut? Non, ça, c'est le sentier urbain qu'il y a ça. Il y a ça là, oui, mais si on passe en arrière de... Il y a un immeuble de condo, là, juste où la voie ferrée. Si on passe en arrière de là, on aboutit dans la voie ferrée, mais il y a comme un terrain vague là, en arrière avec des arbres, des fleurs. Fait que je cherche les terrains vagues à Montréal en ce moment. Oui, hein? Vu que je ne peux pas trop sortir. Oui, je sais aussi que tu as écrit, Noémie, un 2e livre. Oui, je suis en train de le finir. Ah, OK. Oui. Il est en cours d'écriture présentement. Oui. Qui se concentre sur les communautés de la Basse-Côte-Nord. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu, en gros, de ce que ça va contenir? Bien, en fait, la Basse-Côte-Nord, premièrement, c'est pas clair pour bien des gens. Même moi, qui est originaire de la Côte-Nord, quand je suis arrivée sur la Côte-Nord, à 11 ans et demi, la route se terminait à Havre-Saint-Pierre. OK. Donc, à ce moment-là, c'était la Basse-Côte-Nord. Ensuite, ça arrêtait à Natashquan. OK. Puis là, depuis 2013, ça arrête à Kegaska. Donc, la Basse-Côte-Nord, c'est là où il n'y a pas de route, dans le fond. Fait que de Kegaska jusqu'à Blanc-Sablon, aux limites de Terre-Neuve. Oh, OK. Ou presque, c'est ça. Donc, ça, c'est la Basse-Côte-Nord. Avant ça, là, quand on voit Havre-Saint-Pierre poser le Mingan, ça, c'est la Minganie. Fait que
sur la Basse-Côte-Nord, il y a des francophones, il y a des anglophones, puis il y a des Inuits qui habitent là. OK. Il y a, c'est ça, il me semble que ça fait entre 12 et 15 communautés, là, je ne les ai pas comptées. Et moi, ça m'intriguait. Qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi loin, qu'on reste aussi longtemps? Est-ce que le territoire influence notre vie? Est-ce que c'est le lien avec le golfe Saint-Laurent rendu là? Parce que c'est pas... Parce que pour moi, le fleuve Saint-Laurent est bien important dans la vie. Mais là-bas, c'est le golfe. Hein? C'est le golfe. C'est grand. Immense. C'est immense, c'est la mer. En fait, eux, c'est comme... Quand je leur dis, là, avec le Saint-Laurent, ils sont juste comme... Quoi? Ben, hey, la mer. Ah, OK. Oui. Mais c'est ça. Donc, j'ai eu le goût d'aller rencontrer ces gens-là, de lier un petit peu leurs histoires à l'histoire de leur territoire. Fait que je suis allée dans chaque communauté. Autochtone. Il y a eu des communautés autochtones, des communautés anglophones, francophones, puis bilingues aussi. Je suis allée dans tous les villages, sauf 2, où je devais aller... Bien, je suis allée rapidement, mais je ne suis pas allée longtemps dans ces 2 villages-là. Je devais y aller le 17 mars dernier. Fait que le 13 mars, bien, je me suis fait couper les ailes. Oui, avec le confinement de tout le monde. Fait comme il me restait ces 2 chapitres-là à finir sur les villages de la Tabatière et de Mutton Bay, j'ai fini au téléphone. OK. Mais les autres, je suis allée dans tous les villages et dans les communautés autochtones, donc de celle de Pakwashipi, de Unamenshipou, puis dans les villages de Kegaska jusqu'à Blanc-Sablon. Oui, puis de pouvoir communiquer avec les communautés autochtones, parce qu'ils ont toute leur langue, aussi leur... Oui, bien, en fait, là, ils ont la langue. Eux, ils parlent l'Inuaïmoun, mais c'est 2 versions différentes même. Oui. En fait, chaque... par exemple, Pessamit n'a pas la même version qu'à cette île, à Ouahat ou à Mayotenam. Eux, ils n'ont pas la même version qu'à Nutashquan, ils n'ont pas la même version qu'à Equanichit. Ça change d'une communauté à l'autre. Oui. Fait qu'il y a des variantes. Mais j'avais des gens qui me traduisaient avec les aînés. Parce qu'il y a une communauté, entre autres, qui a vécu la déportation en 1961. Oh. Ils ont été déportés à la Romaine, à Unamenshipou. Puis ensuite, ils sont rentrés à pied jusqu'à Pakwashipi. Fait que j'ai pu rencontrer des femmes qui avaient fait ça à pied. Des femmes de communautés autochtones? Oui, des femmes Inuits. Oui. Inuits, des femmes qui ont vécu quelque chose comme ça. On a beaucoup à apprendre de l'histoire de toutes nos communautés autochtones qui sont ici depuis bien avant nous. Hein? C'est ça, on clairement. a énormément. Mais si les gens veulent savoir plus de choses, par exemple, sur la Basse-Côte-Nord, ils peuvent regarder. Il y a un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 2 ans, qui s'appelle « Les Coasters ». On parle des 3 réalités, francophones, anglophones et inuits dedans. C'est vraiment très beau, c'est super bien fait. Puis aussi la balado « Histoire d'enquête » de Anne Panassa qui parle beaucoup de... C'est disponible sur audio, l'application Radio-Canada, qui parle beaucoup de Pakwashipi, de l'histoire de Pakwashipi et de Unamenshipou, les 2 communautés autochtones de la Basse-Côte-Nord. Ah bon? C'est super intéressant. Puis, à quel moment à peu près que ça va sortir, là, le livre? Là, si tout va bien, c'est censé être au début mars 2021. Oui. Là, je suis dans le dernier. Demain, je retravaille sur potentiellement la dernière version avant que ça soit révisé. Parce que c'est long de faire un livre. Tu écris quelque chose, tu envoies le manuscrit, il faut que tu retravailles au moins 2-3 fois avec ton éditeur dessus, plus une révision linguistique. Oui. Fait que, mars. Le temps passe très vite. En terminant, rapidement, je sais quels sont tes goûts? On en a parlé, hein? La nature, l'écriture, tout ça, la poésie, les cultures avec les gens. Mais les valeurs de vie que tu as dans tes valeurs de vie, bien, pour moi, c'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. Oui. En fait, pour moi, c'est vraiment important de démocratiser, mettons, la poésie. Donc, c'est pour ça que j'en fais aussi avec les participants de l'Atelier des lettres. Ils sont vraiment bons, ils sont meilleurs que moi. La justice sociale, c'est vraiment important pour moi. Le féminisme intersectionnel, je suis vraiment plus en train d'étudier. Puis j'essaie toujours de me questionner sur mon privilège comme femme blanche. Éduquée. Oui, c'est ça. Éduquée, mais aussi qui a réussi à l'école. Oui, c'est ça. Puis essayer de vaincre le plus possible les discriminations. Oui, parce que surtout dans ce temps-ci, c'était terrible ce qui se passe par rapport aux communautés autochtones, ce qu'on vient aux communautés racisées. Oui, c'est ça. Puis, en terminant, Noémie, est-ce que tu aurais un souhait pour l'avenir? Quelque chose qui... Un souhait pour l'avenir? Bien, je pense que je nous souhaiterais
de comprendre notre vulnérabilité comme humain, Oui. puis de savoir la reconnaître chez d'autres. Puis être capable de se mettre véritablement à la place de l'autre. Je pense qu'on a vraiment besoin de vulnérabilité, d'acceptation de la vulnérabilité puis de reconnaissance chez d'autres en ce moment. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas tous dans le même bateau. On a peut-être le même trajet en ce moment à cause de COVID, mais on n'a pas tous le même genre d'embarcation. Il y a du monde en chaloupe avec un gros trou dedans, puis il y a du monde en yacht. Exactement. Fait qu'il faut essayer de voir, en fait, tu sais ça, l'empathie aussi, pour moi, c'est quelque chose qui serait vraiment important. Je nous souhaite beaucoup d'empathie. Oui, on en a besoin, en tout le monde, là, entre les gens. Là. Entre les gens, puis même pour nous autres. Pour nous-mêmes aussi, de prendre soin de nous tous. Oui. Je te remercie beaucoup, Noémie. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. J'ai hâte de lire ton livre. Ton prochain livre qui va sortir. Il va s'appeler La patience du lichen. La patience. Ah, j'avais pas demandé le titre. La patience du lichen. Ouais. Ah, bon. Okay. On reste dans les plantes. On reste dans les plantes. Puis il va y avoir un lien. Je sais qu'il va y avoir un lien. Oui, c'est quand même les deux extrémités d'un territoire. Oui, il y a un lien. Exactement. Bien, merci, Noémie, d'être venue aujourd'hui. Puis de ta générosité. Puis on va se revoir un autre tantôt. Ben oui. Autour des tours, hein? Oui.